les tâches féminines de la famille paysanne moyenne, il en est une qui fait partie de nos recherches sur les tissus et les couleurs. En effet, pour vêtir sa famille, la femme de la maison devait fabriquer tout le fil domestique utilisé pour la confection du linge de maison et des nombreux vêtements en toile et en laine. Elle en assurait la matière première par les cultures de chanvre et lin et aussi par l'élevage des moutons. Pendant de nombreux siècles, chaque paysan avait sa chènevière, et si le travail de labour et d'ensemencement du chanvre était effectué par le mari, c'est la femme qui en effectuait la récolte, enlevait les feuilles et les grains, et après en avoir coupé l'extrémité qui donnait de mauvaises filasses, en formait des bottes que l'on mettait à rouir pendant 1 à 3 semaines, suivant que cette opération s'effectuait en eau stagnante ou en eau courante, et que le climat soit chaud ou froid. Les plantes retenues au fond de l'eau par des pierres subissent une fermentation qui facilite la séparation de l'écorce et de la tige. Ensuite, disposé sur le sol pour le séchage, le chanvre devenait léger comme de la paille. Puis on le mettait à séjourner quelque temps dans un four modérément chaud. Ensuite, les fibres étaient broyées dans les braies, c'est ce qu'on appelait le taillage ou mâchage. Ce travail consistait à éliminer la paille et la chèneviotte, et seuls les filaments utiles restaient aux mains des femmes. Le travail suivant consistait à enlever des petites parcelles d'écorce que l'on supprimait par le peignage. Souvent cette opération était faite par un spécialiste qui passait de ferme en ferme, le fil tout pied. Le lin était également cultivé dans notre région. La culture et la préparation ressemblaient à celles du chanvre, à l'exception du rouissage. On étalait les tiges de lin sur le pré, et seules la rosée et la pluie suffisaient à le rouir. L'ortie, de par sa vivacité, évitait la peine de la semer chaque année comme le lin ou le chanvre. Mais l'extraction des fibres et leur séparation des autres parties de la tige présentaient une sérieuse difficulté. Le rouissage tel qu'on le pratiquait pour le chanvre produisait des émanations pestilentielles, c'était une opération malsaine qui l'ont conduite à son délaissement. L'élevage des moutons fournissait la laine. L'homme tondait les bêtes au printemps, la femme lavait alors la toison pour la désuinter, la rinçait et ensuite l'étendait sur l'herbe. On la laissait sécher et on la cardait avec les doigts ou avec 2 petites cardes. Toutes ces fibres, de chanvre, lin, ortie ou laine, étaient mises en poupée dans l'attente de leur emploi. Les fibres ainsi préparées étaient filées. C'est alors qu'interviennent le fuseau et son complément la quenouille. La femme filait le soir à la veillée, mais aussi au champ et à chaque moment de la journée lorsqu'elle n'était pas occupée à d'autres travaux de la maison. Une lithographie conservée à la bibliothèque de Poitiers et éditée vers 1852 montre une femme à califourchon sur son âne qui file tranquillement sa quenouille sans s'occuper du va-et-vient des passants qui ne semblent pas non plus s'en étonner. Le fil disposé en fuseau était ensuite enroulé autour d'un dévidoir ou enroulé en pelote. Ce travail terminé, les femmes tissaient elles-mêmes ou emmenaient les matières premières chez des tisserands. Dans une étude faite à Boisredon, on indique que les femmes refilaient le tissu usé. Mademoiselle Augustine Guérin m'a plusieurs fois confirmé que dans les campagnes, par souci d'économie, on détissait le tissu usé pour confectionner un nouveau tissu avec les fils ainsi récupérés et noués. Cela donnait le nouilles ou refillis employé pour les jupons et vêtements de dessous. La coloration des matières textiles s'obtenait en utilisant des pigments naturels. Ces derniers, souvent des végétaux, des minerais, pouvaient être aussi d'origine animale. Outre leur fonction de colorant, ils avaient pour certains des vertus insecticides et médicamenteuses. Une parution ultérieure dans Folklore de France vous en donnera leurs propriétés. Certaines couleurs étaient plus utilisées les unes que les autres.
on peut citer le bleu indigo, fabriqué à partir de substances appelées leucoanthocyanidines que l'on trouve dans l'indigotier, autrefois cultivé comme plante tinctoriale. Le rouge carmin provenait du corps de puceron appelé cochenille. Le pourpre était extrait de la coquille d'un mollusque marin, le murex. La garance était une plante autrefois cultivée pour sa racine qui fournit l'alizarine, substance colorante rouge qui a donné son nom à un rouge vif. Certaines couleurs permettaient aussi d'afficher soit une idée politique, soit un rang social. Par exemple, les ceintures de flanelle. En Haut-Poitou, elles étaient de couleur bleue pour les royalistes, rouge pour les révolutionnaires ou naturelle pour les sans opinion. En Saintonge, la ceinture rouge était utilisée par les hommes mariés, bleue par les célibataires, noire pour le deuil, naturelle pour le travail. Elle pouvait aussi afficher un corps de métier. Selon la Libordière, dans un Haut-Poitou voué massivement au XVIIIe siècle au bleuâtre et au grisâtre du boulanger et de la toile de chanvre, les femmes d'artisans ruraux, malgré la médiocrité de leur fortune, se plaisent plus largement que les épouses de vignerons ou de métayers à ponctuer leurs costumes de touches éclatantes. On remarque que les couleurs dominantes des costumes portés en Aunis et Saintonge étaient le rouge et le bleu. Les Saintongais étaient appelés les ventres rouges. L'origine de cette appellation viendrait du fait que dans leur habitude séculaire, les pêcheurs saintongais portaient des vêtements rouges, notamment les parqueurs et les parqueuses de Marennes et de la Tremblade. Les soldats saintongais parurent en habit rouge devant Louis XIII lors de son entrée à Saintes, et qu'il y a 60 à 70 ans, lorsqu'ils allaient aux foires en Angoumois ou en Poitou, ils s'annonçaient de loin par la couleur voyante de leurs gilets descendant jusqu'à la moitié du ventre. Voici les ventres rouges, disait-on. Les mosaïques du tissu madras renvoient la peinture de l'histoire et de la composition ethnique des sociétés créoles, basées sur un large métissage de populations d'origine africaine et indienne. Les couleurs de base sont le rouge, le jaune et le vert. Au XVe siècle, on trouvait à Châtellerault des tissages qui faisaient une toile si fine que Rabelais y emmaillota le bébé gargantua. Pour sa chemise, écrit-il, furent levés 900 aulnes de toile de Châtellerault. Grâce à Colbert, l'industrie et le commerce des étoffes connaissent une certaine vitalité pendant une bonne partie du XVIIe siècle. Les étoffes de serge fabriquées à Châtellerault avaient pour marque de fabrique un poinçon qui portait d'un côté les armes de France avec cette légende, Louis XIV, restaurateur des manufactures de France, et de l'autre les armes de la ville avec comme inscription Manufacture de Châtellerault. Mais les grandes guerres de la fin du règne de Louis XIV, la mauvaise administration économique des successeurs de Colbert, les fautes politiques telles que la révocation de l'édit de Nantes eurent un contre-coup fâcheux sur le mouvement industriel et commercial de notre région, qui se trouve dès lors pour longtemps enrayé. La période de paix qui suit les traités de 1713 et 1714 permet aux manufactures de se relever lentement. Et à Montcoutan, la manufacture connue principalement pour la fabrication de tire-taines, faite avec des laines de Pays ou de Saintonge, est en pleine prospérité. À Saintes, il y a 2 manufactures, une d'étamines tout laine, l'autre de bas et bonnets drapés qui se font à l'aiguille. Jonzac a 3 manufactures d'étoffes. Dans la paroisse de Saint-Georges-des-Coteaux près de Saintes, des ouvriers fabriquent des étoffes tout laine qu'on nomme bure de Saint-Georges. Après 1777, diverses mesures de fiscalité auraient ruiné l'industrie des toiles de notre province. Après la Révolution, on ne retrouve plus que quelques vestiges de cette ancienne fabrication. Ce sont les toiles fortes d'Hervaux et les toiles de ménage de Fontenay.
Au XVIIe siècle, il ne subsiste que la fabrication d'élénages et le travail des peaux. Et c'est seulement à partir de 1820 que vont s'implanter de nouvelles fabriques destinées à la transformation industrielle de toutes les fibres dont j'ai parlé ci-dessus. Parmi les usines de filature et de tissage, 7 se sont installées dans les Deux-Sèvres, 4 dans la Vienne, dont la filature de Ligugé, qui connaît un développement important sur plus d'un siècle. 3 en Charente-Maritime, qui s'installent plus tardivement et concernent exclusivement le travail du jute et du genêt. Par ailleurs, 2 usines sont liées au travail du chanvre. La première, à Ouzilly dans la Vienne, la seule de la région à assurer la préparation de la fibre. La seconde est la célèbre corderie royale de Rochefort, spécialisée dans la fabrication des cordages de marine. 3 usines d'apprêt des étoffes et de teinturerie servent d'annexe à des fabriques de la Gâtine deux-sévrienne. Bon nombre de ces premières usines sont édifiées à l'emplacement d'anciens moulins, l'eau étant utilisée à la fois pour l'énergie et le traitement des fibres. La plupart ferment à la fin du XIXe siècle en raison de problèmes d'approvisionnement ou d'une concurrence trop forte d'autres régions plus spécialisées dans le textile. Durant la première moitié du XXe siècle, 18 usines d'habillement s'implantent dans le nord des Deux-Sèvres près de Cholet. Dans les années 1940, une filature de jute, initialement installée dans une région sinistrée à Bischwiller-Bas-Rhin, est déplacée dans une ancienne chocolaterie de Saint-Jean-d'Angély. Et à Saint-Vez s'installe une usine de rouissage et de défibrage de tiges de genêt, matière textile destinée à suppléer le coton d'outre-mer. Au regard des activités artisanales, activités domestiques de filature et tissage, moulins à foulons, teintureries, largement répandues sur l'ensemble du territoire jusqu'au XIXe siècle, ce nombre paraît bien faible, mais la concurrence des régions du nord de la France est âpre. Le colporteur, sorte de commerçant ambulant, faisait dans notre région comme partout ailleurs du porte-à-porte pour vendre dentelles, rubans, merceries, tissus, etc. Il existait comme de nos jours des commerçants qui vendaient toutes les sortes de produits nécessaires à la fabrication des vêtements. Mais les marchés et foires étaient des lieux de commerce importants. Ils étaient aussi des lieux de rencontres, de discussions, d'activités intenses. Ils étaient joyeux et hauts en couleur. Au Moyen-Âge, les halles de Niort étaient réputées pour être la plus belle cohue du royaume de France. Certaines de ces foires existent toujours, comme celle de Saintes, Niort, Poitiers, etc. On pouvait y acheter toutes sortes de choses et bien sûr du tissu fabriqué dans notre région, mais aussi dans d'autres. À la foire de la Saint-André à Niort, le 30 novembre 1736, on pouvait acheter des tissus tout laine, des draps en laine de couleur bleu foncé, bleu clair, bleu gris, brun foncé, brun clair, le péchina ou péchina de couleur marbrée, brun roux et bleu foncé, les cadisés ou cadis, carisés ou caridés de couleur blanche ou rouge terne, utilisant des laines généralement de qualité secondaire. On le nomme parfois sergette. Les reneiges frisées, généralement bruns, les serges de couleur brune lorsque la laine peignée provient des brebis à toison brune, et de couleur artificielle lorsque le fil de chêne en laine claire a été teint en brun avec la racine de noyer et la noix de Galles. Les serges bleus ou noirs de différentes qualités connaîtront un essor particulier au XIXe siècle en raison de leur grande solidité. Les peluches, de couleur brune ou rouge cerise, leur qualité est comparable à celle des meilleurs draps de laine et se vendent plus cher puisqu'ils sont produits hors de la province. des tissus mixtes, Les drogués, de couleur grise, bleu ou bleu-brun, trames de laine et chaînes de fil de lin ou chanvre. Il prend avec l'usure et les lavages un aspect caractéristique de délavé qui est celui de nos blue jeans dont il est l'ancêtre. Le droguet blanc ou droguet doublure est utilisé seulement pour doubler les vêtements. Il existe aussi un droguet tout laine qu'il est très difficile de distinguer du drap. Les étamines, tissu très fin présentant une armure toile et laine claire pour la chaîne et foncée pour la trame.
La laine étirée à chaud et peignée présente un aspect soyeux. La couleur varie du brun, étamine de Fontenay, au noir intense, étamine du Mans. Le camelot de soie, très proche des précédents. Il est cependant plus précieux puisqu'il contient de la soie. Des toiles. Le plus souvent de lin, mais aussi de chanvre, pour les milieux et les usages les plus humbles. La production locale est consommée sur place et ne semble pas valoir celle de Cholet, Laval et Rouen, de loin le centre le plus important. On les utilise les plus grosses pour les sacs à grains ou fourrage, les ailes de moulin et les voiles de bateau, et les plus fines pour les habits d'été, les chemises, les coiffes, les mouchoirs de cou, et la toile royale la plus fine atteint le prix du drap de Fontenay. Des soieries. Les damas et le gros de Tours, célèbres pour leur richesse de motifs tissés en une ou plusieurs couleurs, servaient tant pour les vêtements que pour l'ameublement. Le taffetas d'Angleterre, souvent gris ou brun clair, est fréquemment utilisé. L'année suivante, lors de la foire de la Sainte-Agathe de Niort, février 1737, se retrouvent les mêmes produits auxquels s'ajoutent les mousselines et toiles de coton de la Compagnie des Indes. Elles étaient d'un prix peu abordable. Un document de Vogelade, 1775, nous donne des renseignements sur les transactions effectuées le jour de la foire de Saint-Venant à Fontenay-le-Comte. La valeur des produits vendus ce jour de foire, textiles et peaux apprêtées, y dépasse très largement celle des bestiaux présentés sur la même foire. 292 900 livres contre 211 000 livres. Sur d'autres foires, on trouve aussi le boulanger, tissu blanchâtre fait d'une chaîne de lin grossière avec trame de laine, la lirette, chaîne de lin et des morceaux de tissu usés pour faire des tapis. On peut citer aussi la tiretaine, la baillette dite aussi bagette ou baguette et revêche, le kalmouk, les basins, les siamoises, etc. Le coton, qui dès son arrivée sur le marché remplace le lin et le chanvre, et plus récemment les dentelles de coton ou de soie. Tous ces produits étaient importés et exportés le plus souvent via nos rivières, fleuves et ports marchands du littoral atlantique qui connaissent un trafic varié au fil des ans, tels que ceux de Saintes, Rochefort, Tonnet-Charente, classés au 7e rang en sortie de textiles tels que gants et lainages en 1866. En conclusion, grâce à ces voies de navigation, nous pouvions vendre tous nos produits et obtenir tous les tissus et toutes les teintures venant de lointaines contrées, si ceux-ci n'étaient pas à notre portée.